Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Nous nous retrouvons tous les jours à 17h en direct, à la télévision, via vos box ou encore sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre compte LinkedIn. Et vous nous retrouvez bien sûr en rattrapage tous les jours également, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, comme chaque dernier vendredi du mois, nous dresserons le grand tableau de bord des marchés, la grande photographie finish de ce mois d'août qui aura été un mois positif encore pour les actifs risqués dans leur ensemble, avec toujours une bonne tenue, notamment de la tech américaine. Nous y reviendrons largement avec nos invités dans quelques instants. Le grand tableau de bord des marchés avec une lecture fondamentale, une lecture technique qui permet d'avoir un regard, j'espère, le plus large possible sur les dynamiques de marché aux États-Unis, en Europe et même ailleurs. On pourra parler également peut-être des marchés chinois qui ont connu un très bel été sur le plan boursier. Du côté de la macroéconomie, quelques chiffres d'inflation qui ont été publiés aujourd'hui, côté américain et côté européen. Côté européen, l'inflation est loin d'être un sujet aujourd'hui. C'est même peut-être le manque d'inflation dans un pays comme la France qui pourrait devenir un sujet à nouveau pour la Banque Centrale Européenne. Une inflation en France sur un an qui est largement sous les 1%, avec un petit écart quand même, il faut le noter, avec l'inflation allemande, elle, qui tourne autour des 2%. Le chiffre harmonisé pour l'inflation en Allemagne au mois d'août est ressorti à 2,1% en première estimation. Pauline Gratel vous apportera un peu plus de détails encore sur ces chiffres publiés aujourd'hui, ainsi que sur l'indice Core PCE qui a été publié pour la partie américaine, sans grande surprise. Une inflation sous-jacente qui reste quand même encore un petit peu collante, juste sous le niveau de 3%, ce qui ne devrait pas empêcher, en tout cas à court terme, la Réserve fédérale américaine de procéder à cet ajustement de son réglage de politique monétaire à l'occasion de sa réunion de politique monétaire de mi-septembre. Voilà pour le panorama du jour sur les marchés. Pauline Gratel vous en dit plus, je le disais, dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, le dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec le professeur Michel Rumi, économiste associé chez SPAC, qui vient nous voir chaque mois pour un décryptage économique. Et nous commencerons avec un peu de légèreté pour cette première chronique de rentrée de Michel, qui va nous éclairer sur le bestiaire des marchés. Il y a bien sûr les taureaux et les ours traditionnellement, mais ce sont loin d'être les deux seuls animaux qui peuplent l'environnement de marché. C'est un véritable zoo et nous le parcourrons ensemble à 17h45 en direct dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse avec Michel Rumi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La macroéconomie à l'honneur avec ces chiffres d'inflation, je le disais, qui ont été publiés notamment côté américain avec l'indice privilégié traditionnellement par la Réserve fédérale américaine, l'indice Core PCE de juillet. J'ai dit le mois d'août, mais c'était le mois de juillet pour cet indice un peu retardé, regardé par la Réserve fédérale américaine. Oui, l'indice Core PCE mesure donc de l'inflation privilégiée par la Fed, progresse de 0,3% sur un mois et de 2,9% sur un an. C'est parfaitement conforme aux attentes. L'indice PCE est également conforme aux attentes, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,6% sur un an en juillet. Un chiffre sans surprise, a-t-il eu des conséquences sur les marchés obligataires? Quels sont les équilibres qu'on peut observer sur les marchés de taux aujourd'hui, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est resté stable, supérieur à 4,20%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue aujourd'hui autour de 2,70% et le rendement français de même échéance autour de 3,50%. Le spread franco-allemand est à 80 points de base. Enfin, sur le marché des changes, le dollar progresse légèrement, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1660. Qu'en est-il des indices actions cette fin de semaine? Côté américain, le S&P 500 ouvre en repli après avoir inscrit un nouveau plus haut historique hier. Les autres grands indices américains sont également en recul durant les premiers échanges. En Europe, les indices sont dans le rouge aujourd'hui. Le CAC 40 évolue en léger repli de 0,5% autour de 7750 points. Petit décrochage de la partie européenne évidemment cette semaine et notamment de la France. Nous y reviendrons avec nos invités dans quelques instants. À propos de la France et sur le volet macroéconomique,
l'inflation française. Première estimation a été publiée pour le mois d'août, une inflation qui reste faible. Oui, donc pour août et en données harmonisées, l'inflation progresse de 0,5% sur un mois et de 0,8% sur un an. On a aussi pris connaissance d'autres chiffres d'inflation en Europe, avec l'Italie, plus 1,7%, c'est un peu moins qu'attendu, avec l'Espagne aussi, où l'inflation est stable, en hausse de 2,7%. Enfin, en Allemagne, l'inflation en données harmonisées est en hausse de 2,1%. Et puis du côté des entreprises, après les résultats de Nvidia, qui ont été un des marqueurs de la semaine, là aussi nous y reviendrons avec nos invités dans quelques instants, d'autres sociétés de technologie américaines ont publié leurs chiffres, et c'est le cas notamment de Marvell Technologies hier soir. Oui, le titre dégringole de plus de 16% à l'ouverture. Sur la partie data center, les perspectives du fabricant de puces sont inférieures aux attentes. Côté résultat, les revenus du deuxième trimestre progressent de près de 60%. Toujours dans la tech, Dell a relevé ses perspectives de bénéfices et chiffre d'affaires annuels à l'occasion de sa publication du deuxième trimestre. Mais les coûts élevés et la forte concurrence font plier le titre de 10% dans les premiers échanges. Et puis un poids lourd également qui était attendu aujourd'hui, Alibaba. Oui, le titre est en hausse de 9% à l'ouverture de Wall Street. Alibaba fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'essor de l'intelligence artificielle en Chine. Mais du côté des bénéfices, ils sont en baisse au deuxième trimestre. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine attendus à l'agenda des marchés, Pauline? C'est une semaine chargée qui nous attend pour le début du mois de septembre. Tout d'abord, ce sera la semaine de l'emploi US avec le rapport sur l'emploi du mois d'août vendredi. On attend aussi les PMI et ISM manufacturiers et services d'août en zone euro et aux États-Unis. En zone euro, le taux de chômage de juillet, l'inflation d'août et la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre sont aussi attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous pour décrypter et revenir sur les tendances qui ont marqué notamment ce mois d'août et cet été dans son ensemble. C'est le grand tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois. Avec en plateau à nos côtés Kevin Lenouaille, qui est directeur associé d'Avant-Garde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Et Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et à distance, en visio avec nous, nous accueillons avec plaisir Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options. Bonsoir à vous Romain, merci beaucoup de participer à ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand, je commence avec vous, avec un été américain qui s'est plutôt bien passé et qui continue de bien se passer, puisque cette semaine, le S&P 500 a marqué de nouveaux records, hier précisément à 6500 points, et des poussières. Les records sont faits pour être battus. C'est un des dictons boursiers que j'ai retenu depuis quelques années, oui, Bertrand. Les tendances durent longtemps. Ouais. Donc, effectivement, on a un S&P qui se comporte très bien en dollars, parce que malheureusement, pour les investisseurs européens, retraduit du change, on est encore en performance négative. Il faut bien le préciser, c'est quasiment 12% de mouvement sur l'euro-dollar depuis le 1er janvier. Donc, attention aux performances quand on les compte en dollars ou en euros. Mais donc pour l'instant, c'est quand même le marché, ça reste le marché directeur. Il y a un problème de change pour nous, mais pas forcément pour tous les autres pays sur la planète. Et donc oui, le S&P fait des nouveaux plus hauts. C'est relativement récent, puisqu'on avait eu ce décrochage de 10%. Donc là, on a remis les compteurs à zéro. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en fait, il y a des statistiques qui existent, nombreuses et variées. Ouais. Là, j'en présente une qui remonte aux années 90. Et donc, quand on investit sur un nouveau plus haut du S&P, la probabilité, on fait des meilleures performances que si on investit dans toute autre période. Alors, c'est un peu contre-intuitif et les gens ont tendance à se dire non, mais globalement, les investisseurs sont à 80% contrariants. Donc, sur le principe, ils préfèrent acheter sur repli. Et ils ont toujours en tête, en fait, quand on parle de nouveau plus haut, immédiatement, l'image que vous avez, c'est le dernier nouveau plus haut, celui avant le précipice. La réalité, c'est que ce dernier plus haut, reprenons le fameux, celui de 2000, en fait, la série des nouveaux plus hauts, elle commence en 96. Ça dure 4 ans, quoi. Et ça dure 4 ans. Et c'est ça, c'est ce que montre ce graphique, ces statistiques. Plus la tendance dure dans le temps, plus vous gagnez en probabilité que cette tendance... Oui, un marché baissier, en moyenne, c'est 1 an, et un marché haussier, en moyenne, c'est 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, non, timer le marché, c'est compliqué. Voilà. Et on a toujours eu dans le marché des mauvaises nouvelles quelque part, avec des risques géopolitiques, avec des risques économiques, avec des trublions à droite et à gauche. C'est l'histoire du marché boursier. Donc, si on se laisse perturber par le bruit ambiant,
Le risque, c'est de se dire, oh là là, c'est compliqué, il y a la guerre en Ukraine, attention, Trump, ça va être compliqué, donc je prends un peu de recul et je reviendrai quand c'est calme. Spoiler, c'est jamais calme. Ouais. Donc non, il faut accepter ce bruit, allouer la bonne somme de capitaux, c'est-à-dire celle où on est vraiment tranquille, où on peut se permettre, même si c'est pas simple à ces moments-là, de l'avoir baissé de 20%. Mais globalement, non, les marchés montent et typiquement sur le S&P, oui, on gagne à être sur des points hauts, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quels sont les sujets de vigilance pour vous vis-à-vis de ce marché américain? Même si la tendance est claire, est-ce qu'il y a quand même des points de fragilité, de vigilance? Est-ce que la performance est toujours aussi concentrée? Est-ce que le socle s'élargit? C'est déjà une manière de regarder les choses. La performance est concentrée, mais là aussi, pareil, on nous revient sur les années 2000. Encore une fois, la performance dans les années 2000 était certes concentrée sur des valeurs de la tech, mais il ne faut pas juste regarder le dernier point, il faut regarder la série. Pareil, ça a commencé très longtemps avant. Donc, c'est concentré, certes, mais c'est comme ça. Le marché américain, par définition, par essence, c'est 30% de valeurs technologiques. Oui. Donc oui, forcément, c'est concentré. Oui. Nous, le plus gros secteur, ça doit être le secteur bancaire, doit être aux alentours des 15%. Aux États-Unis, il y a 30% de valeurs, un peu plus de 30% de valeurs tech. Donc voilà, et sûrement celles qui ont le plus de croissance, donc qui attirent les capitaux. Donc, j'ai toujours concentré. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est la participation, c'est-à-dire le nombre de titres qui sont en tendance haussière. Et là, on est sur des bons scores, on est sur du 50-55%. Donc oui, certains captent beaucoup la performance, mais il y a un bataillon derrière qui avance, qui fait le job. Donc ça, il y a le général en chef Nvidia, on va en parler dans un instant, mais derrière, il y a quand même des lieutenants qui y suivent, quoi. Derrière, il y a du monde, et c'est pas exclusivement dans le monde de la tech, il y en a un petit peu partout. La finance, comme en Europe, se comporte très bien. L'industrie, comme en Europe, se comporte très bien. Et mine de rien, ces deux secteurs, alors, gros secteur, on est entre 6 et 8 aux États-Unis, parce que... Voilà, mais c'est des secteurs, on n'est pas sur des petits secteurs à 1 ou 2%, quoi. Ouais. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Et pour l'investisseur européen, on verra quel est votre avis, messieurs, sur le change, mais j'ai l'impression que le plus dur est fait. Je suis après pas sûr qu'on puisse un mouvement de 12% aller, sur l'euro-dollar, de 10% sur le dollar seul, oui, effectivement, peut-être au moins pour un temps, le mouvement est fait. Ça, à minima, ça va se stabiliser. De là à faire des gains de change, je n'irai pas jusque-là, mais se dire, voilà, je pense que le pire est fait. Donc, à partir du moment où on va sélectionner des actifs qui sont capables de générer une bonne croissance, le risque de change, à mon avis, n'est plus un warning, quoi. Ça doit pouvoir le faire. On regardera bien sûr, Kevin, les performances comparées, enfin les valorisations comparées des marchés américains et des marchés européens. Mais un mot sur ce record du S&P 500 là, qui est encore tout frais dans les esprits, le dernier en date en l'occurrence. Et puis un mot du change, effectivement. Quel est votre sentiment ou votre conviction même peut-être sur la baisse du dollar? Est-ce qu'on peut imaginer quand même une stabilisation au moins temporaire de la devise américaine? C'est vrai qu'on reviendra sur les valorisations, mais sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est plutôt un bon point. Et on sort d'un été qui est alignement de planète, on va le dire comme ça. Ouais. Peut-être pas encore Goldilocks, mais quasiment. Où effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose, ou en tout cas pas d'éléments trop négatifs. Et je souscris tout à fait au fait de se dire qu'on peut toujours voir les éléments négatifs, mais force est de constater que ce que l'on attendait en potentiel négatif ressort plutôt bien. Donc c'est plutôt heureux. Et soyons effectivement heureux de cette robustesse du marché américain. En ce qui concerne le change, effectivement, on s'en plaint depuis le début de l'année, on ne cesse de s'en plaindre. Les choses, effectivement, ont tendance à se tasser ces dernières semaines. On a même cru, mais ça a duré quelques heures, en réalité, au mois d'août, que l'on pouvait avoir enfin un rebond dollar quand on a commencé à retourner tranquillement en dessous des 1,15. Ça n'a pas duré, donc moi je souscris tout à fait au fait qu'on puisse être dans une zone un peu de respiration. Et surtout, si je veux aller plus loin, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, les actifs auxquels on s'expose, notamment en dollars, on va toujours se positionner sur une croissance qui est supposée être plus forte que celle du change. Je comprends. On exclut ce type de réflexion, évidemment, quand on va sur des actifs émergents ou sur des devises qui ne sont pas dures. Ce n'est pas le cas sur un euro-dollar. Hormis, j'allais dire, explosion du mindset vis-à-vis de l'Europe ou vis-à-vis des États-Unis, on a peu d'intérêt aujourd'hui d'en sortir. Donc, globalement, les actifs que l'on achète ont des belles croissances bénéficiaires en projection. Et donc, le dollar sera... non pas un épiphénomène, mais restera un actif vivant qui pourrait vite se retourner. Donc on va chercher de la croissance pure, quoi. Bien sûr, on va même si on est de moins en moins, il y a encore des valeurs qui sont capables d'afficher des taux de croissance interne, des taux de croissance
pures qui permettent de se délivrer un peu de la question du change. Absolument. Là, on est dans une année qui est très particulière sur effectivement ce déport de 12 points. D'une part, aujourd'hui, nos clients nous interrogent parfois dessus sur une couverture. Le déport actuel, finalement, vous pouvez le couvrir jusqu'à 1,20. Donc, est-ce que c'est le moment de le couvrir? La réponse est, de notre point de vue, non, à minima sur la fin d'année, en réalité, ou en tout cas sur les 1 an du change. Et puis, effectivement, ce mouvement-là est un mouvement assez violent. On avait eu l'occasion de le mettre en perspective historique pour se dire que l'année prochaine, on peut avoir un mouvement qui est totalement inverse. Rappelons les années précédentes, sur lesquelles on a quand même vu un 0,3 sur le dollar, où on partait d'un 18. Et donc là, évidemment, on n'aurait pas eu du tout les mêmes discussions à ce moment-là. Donc oui, la devise est très parasitaire pour un investisseur européen. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les performances. Mais ce n'est pas un sujet pour nous pour évacuer des positions dollars. C'est autre chose peut-être en obligataire où les rendements sont moins, bien sûr. Là, effectivement, le système de couverture est beaucoup plus légitime, Absolument. effectivement, sur des produits de taux et des produits obligataires. Sur le marché américain, Romain, alors, vous avez évidemment un graphe sur le Nasdaq. On parlait là du S&P 500, mais intéressant de regarder le Nasdaq. Intéressant de regarder le Nasdaq avec, évidemment, le général en chef qui est Nvidia. Et vous avez là aussi un graphique journalier du cours de bourse de Nvidia, Romain, qui montre quoi? La formation, le début de formation d'une figure baissière sur Nvidia, c'est ça? Oui, manifestement. Il est intéressant de voir qu'on aborde cette saison de publication sur Nvidia, qu'on a abordé cette saison de publication sur Nvidia avec un consensus qui, une fois de plus, était hyper optimiste. On avait un ratio put-call qui atteignait 0,27, ce qui signifie qu'il y avait presque 4 acheteurs pour un vendeur sur Nvidia. Donc, difficile de recréer, de continuer à créer du momentum, quelle que soit la qualité de la publication dans ce contexte-là. Et c'est ce qui s'est produit pour l'instant. En tout cas, on n'est pas allé plus haut que cette grosse résistance majeure à 182,90 sur Nvidia, qui est le plafond de verre pour l'instant. Et on a effectivement en journalier une structure de retournement baissière qui se met potentiellement en place, dont le déclenchement et le clou a été enfoncé par l'annonce d'Alibaba aujourd'hui. Donc le titre baisse un peu. C'est pas méchant comme mouvement. La figure graphique qui n'est pas encore déclenchée, qui le serait à la rupture de 170, pourrait renvoyer aux alentours de 154, 155. On a un mouvement de consolidation plus qu'un mouvement de retournement. Ce ne serait pas un bon message sous 152,90. Mais effectivement, un consensus qui est quand même très, très haussier. Difficile de recréer, de continuer à créer du momentum dans ce contexte-là. Et puis, on sent tout un narratif autour du titre qui est complètement dithyrambique, aussi, quelle que soit la qualité, encore une fois, de la publication. Mais on sent qu'on commence à peiner pour avoir du momentum. Or, vous parliez du graphique du Nasdaq. Ouais. À plus longue échéance, on a effectivement un graphique en mensuel, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux à l'instant, qui commence à laisser des doutes quant à la poursuite du mouvement. Alors, c'est quelque chose de très long terme. C'est un graphique mensuel que vous avez ici. Vous voyez la progression haussière du Nasdaq qui forme des plus hauts de plus en plus haut. Et puis, depuis juillet 2024, un indicateur de momentum, un indicateur graphique qui indique la force, la vitesse de croissance des prix, qui ralentit et qui, lui, ne forme plus de nouveau plus haut. Quand ça arrive une première fois, comme ça a été le cas en janvier 2025, c'est un premier indicateur de divergence. Ça n'empêche pas la poursuite à la hausse, mais ça avait quand même débouché sur le fameux mouvement de baisse du début d'année. Là, c'est la troisième fois qu'on enregistre cette divergence, que les prix forment pour la deuxième fois des nouveaux plus hauts. Et pour la deuxième fois, l'indicateur forme de nouveau plus bas. Donc, on peut se poser des questions quant à la pérennité du mouvement. Ça, c'est vraiment quelque chose de long terme aussi. Donc, on a un mouvement de correction, de consolidation à court terme sur Nvidia pour un excès technique, probablement. Il va falloir purger cette grosse position haussière, notamment sur les options. On a des positions qui sont colossales sur Nvidia, des décalages évidemment en pourcentage qui sont gigantesques, 44 milliards de décalage pour 1% de variation sur Nvidia, et des positions d'options qui sont stratosphériques. Donc quand on a monté autant, les arbitragistes ont dû acheter en contrepartie le titre. Quand on va arriver à l'échéance du mois de septembre, il va falloir alléger ses positions gentiment. Donc, il y a cet excès qui va devoir être purgé un peu. Donc, il y a une part de technique à court terme, à mon sens, et un retracement possible. Et puis, il y a une part de manque de momentum sur un mouvement haussier qui a été extrêmement puissant depuis 2020 et puis depuis 2022 sur les indices américains notamment. Alors, ça, c'est la lecture technique. Bertrand, comment on regarde, je ne sais pas, à quel type d'indicateurs un peu fondamentaux on se rattache aujourd'hui pour essayer d'évaluer le développement de ce cycle
autour de l'IA. Alors on verra, l'histoire nous dira évidemment si on est dans une bulle, si on était dans une bulle, et la question étant à quel stade est-ce qu'on en est. Vous êtes venu avec un graphique, alors là c'est le domaine de la construction de data center versus construction de bureaux aux États-Unis. On est en train de construire plus de data centers que de bureaux aujourd'hui aux États-Unis. Quoi. Oui, les investissements dans les data centers commencent à s'accumuler, et avec les grands noms qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire dans les 7 mails, vous avez les Apple, Google, Amazon, Microsoft qui sont en train d'investir, Tesla aussi. Donc voilà, ils ont les poches pleines, ils investissent dans les data centers parce que voilà, ils vont avoir besoin justement de stocker de plus en plus de données. Ils passent même des contrats directement avec des énergéticiens pour s'approvisionner. Et du coup, ça coupe l'herbe sous le pied à tous ceux qui disent, voilà, en gros, l'énergie que vous pompez pour les data centers, elle n'est pas à disposition pour... Bon, je vais créer ma petite centrale, et puis comme ça, plus personne ne m'embêtera. Exactement. Ouais. Et puis, je ne suis pas dépendant des coupures qu'il peut y avoir pour des raisons X ou Y. Donc, oui, il y a des investissements dans les data centers qui sont énormes, et puis derrière, qui drainent, on le voit surtout toute la série électrique. Alors, ça va forcément du câblage, ça va sur les connecteurs, ça va sur la gestion de la puissance, sur le côté isolation, enfin bref. Toutes ces sociétés, donc dans le domaine de la construction et dans le domaine industriel, en profitent et sont tirées par cette thématique. Donc, oui, c'est impressionnant les prix qu'il y a. Le MIT a sorti une étude là, disant qu'il y avait à peine 5% des applications aujourd'hui sur lesquelles on pouvait chiffrer un retour. 95% des boîtes qui ont investi dans l'IA perdent de l'argent pour l'instant avec ça. Donc, mais voilà, c'est le départ. En fait, faut bien voir qu'il y a une histoire de cycle. Donc nous, on regarde vraiment les sociétés qui, au départ, c'est Nvidia, c'est AMD. Donc voilà, c'est toute la couche puce. Juste derrière, on va avoir les Amazon, Google, en fait, tous ceux qui vont traiter de la donnée à travers les hébergements des data centers. Après, on aura des applications, des gros consommateurs type Netflix, Spotify ou autres. Et puis après, viendront tous les équivalents de Capgemini, Accenture et autres qui vont aider tout le monde participer à la diffusion le sujet. Donc pour elles-mêmes et pour leurs clients. On est vraiment sur les premiers steps en termes d'investissement. Et boursièrement, ça se partage, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année 2024, tout ce qui était environnement électrique, ça fonctionnait très bien avec des Schneider, des Siemens. Derrière, on a eu DeepSeek, donc ça a tout arrêté. Bon, voilà. Forcément, vu les monceaux de capitaux qui se sont développés là-dessus, il y a des moments où il faut se reposer. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça ne remet pas en cause les tendances, mais il faut bien regarder ces différents clusters pour savoir où est le momentum du moment. Et pour aller investir dessus. Bon, si on en vient au match entre les États-Unis et la zone euro, alors vous avez chacun d'ailleurs vos graphiques sur ces performances comparées. Kevin, bon, il y a le graphique évidemment de la performance. Là, si on prend le graphique que vous nous avez apporté, Bertrand, donc on voit effectivement les small cap européennes, l'Eurostoxx, tout est en euros. Important là pour comparer effectivement les actions américaines et les actions européennes et rapporter en euros, donc il faut soustraire plus de 10% de performance. On a effectivement un Nasdaq et un S&P qui sont même peut-être légèrement négatifs pour un investisseur européen. Kevin, qu'est-ce que vous dites de cette situation et comment est-ce qu'on regarde aussi sous les performances la valorisation de ces marchés? Et puis aussi les attentes de bénéfices. Là, on a conclu quasiment la séquence de résultats. Qu'est-ce qu'on attend désormais des perspectives bénéficiaires pour ces deux zones, les entreprises de ces deux zones? On en attend des choses assez variées, à vrai dire, et on est assez étonné effectivement de ce type de performance. Alors, on inclut effectivement la devise à ces réflexions-là, mais globalement, effectivement, cette année, l'Europe emporte le match de ce point de vue-là. Quand bien même on retraite en fait l'élément devise, on a une Europe qui emporte le match, effectivement. Après, la question effectivement qui va se poser, c'est quels sont les sous-jacents à cela? Ce sont les mêmes que ceux qu'on avait pu évoquer en réalité lors de la dernière émission. C'est-à-dire, le marché marche sur deux jambes aujourd'hui, États-Unis, Europe. Il marche sur effectivement une croissance des BPA, notamment, et une baisse des taux. Mais pas dans le même cadre, effectivement, quand on parle zone Europe, zone euro, US. Quand on parle aujourd'hui des États-Unis, si on prend les deux extrémas, toujours les mêmes, 34% de hausse des BPA à venir sur les 12 prochains mois pour souscrire au niveau de valorisation actuel. Ou alors vous mettez 8 baisses de taux dans le marché. Donc il y a forcément un paradigme, là je prends les extrêmes bien entendu, il y a un paradigme évidemment, enfin en tout cas il y a un point d'atterrissage à trouver. Et force est de constater, sur la zone américaine en tout cas,
que les États-Unis le trouvent plutôt bien, en réalité. En termes de valorisation, on a effectivement ce sujet-là, parce que... Donc vous regardez le PER, c'est ça? Absolument. Là, Comparé entre, alors c'est l'indice MSCI Europe, en enlevant le Royaume-Uni, UK, absolument. et le S&P 500. oui, Donc j'ai là, dû changer un peu du CAC ou oui, du bien stock. sûr. Bah non, mais il faut regarder Mais plus les large, marottes sont bien toujours sûr. les mêmes, vous avez raison. Bien sûr. Et donc le sujet ici, effectivement, c'est 34% encore une fois de hausse des BPA ou une baisse de taux. Et le point, c'est que le marché y arrive. Il y arrive parce qu'effectivement, il va acheter ces nouvelles-là. Donc Jackson Hole lui a redonné un peu de fuel finalement dans ces espoirs-là. On ne souscrit pas à 8 baisses de taux. A priori, aujourd'hui, ni le marché ni nous-mêmes ne sommes idiots. Par contre, effectivement, quand on va regarder les résultats bénéficiaires, enfin les surprises bénéficiaires, elles sont excellentes aux États-Unis. Ouais. En tout cas, excellentes, elles sont très bonnes. Je vais rester plus modéré. Et donc ça, c'est effectivement du fuel supplémentaire au marché. Donc il y a un mix. Le marché mise sur un mix entre des baisses de taux, peut-être pas jusqu'à 8, et des perspectives bénéficiaires qui pourraient surprendre encore à la hausse. En fait, le marché doit en faire son affaire. Si vous me le permettez, on parlera tout à l'heure de règles de réaction des banques centrales. C'est pareil pour le marché. Vous avez deux éléments dans le marché. BPA, taux, on va le faire un peu en synthétique. Mais de ce point de vue-là, vous avez besoin d'équilibrer l'équation. On était très focalisé évidemment sur les hausses de BPA. Parce qu'encore une fois, à 34% sur les 12 prochains mois, on s'est clairement dit il y a un problème là-dedans. Mais Powell est arrivé. Powell était très fermé effectivement à une baisse de taux. Alors de là à dire qu'il a été ouvert vendredi dernier, je modérais quelque peu le propos. Non, mais il a ouvert on m'a dit, il a entrouvert la porte, le marché s'est engouffré dedans. Exactement, Voilà. absolument. Il a mis le pied dedans en se Ouais, disant c'est ça. c'est formidable. J'ai eu un peu de hausse des BPA, j'ai eu des belles surprises Ouais. sur les publications. Donc finalement, mon hypothèse est peut-être pas aussi peu crédible que ça. Et en plus de ça, mon facteur taux, je peux lui aussi l'actualiser un peu plus. Donc oui. Sur les marchés américains, on le voit, sur les niveaux de valorisation qu'on voyait tout à l'heure, nouveau record, mais en fait, nouveau record en termes de cours, en termes d'indice, Ouais. mais en termes de valorisation, on n'y est pas Ouais, encore. non, mais non. ça reste très, très exigeant. Ouais, c'est ça. Pricé pour la perfection, je ne sais pas. En tout cas, pricé pour pas trop de déception de ce Et point par de vue-là. contre, vous avez entièrement le point, c'est que quand je dis exigeant, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et Non, on c'est l'a ça. vu Bah. aujourd'hui, la réaction à l'inflation, elle est bonne au global de la séance. À l'ouverture de la séance, c'était mauvais de ce point de vue-là. Le 10 ans a quand même bien yieldé. On a eu un mini spread qui s'est ouvert. Et sur les indices américains, on perd 1% à l'ouverture parce que c'est cette déception. Et on se dit, OK, c'est le point attendu. Ouais. Mais globalement, comme il a ouvert une porte, on aimerait bien que ce soit un point un peu meilleur. Et puis on aura d'autres chiffres. La semaine prochaine, Pauline le disait, ce sera la semaine de l'emploi américain. Et c'est bien là-dessus que Jérôme Powell s'appuie pour ouvrir l'idée d'une baisse de taux. Donc on verra effectivement ce que donnent les chiffres et les révisions de ces chiffres d'emploi aux États-Unis. Je reviens quand même sur le match États-Unis-Europe. Effectivement, là, vous êtes venu avec les révisions bénéficiaires en Europe par rapport aux États-Unis. Donc la barre verte, ce sont les révisions bénéficiaires américaines. Absolument. À la hausse. Et nous, on enchaîne les révisions bénéficiaires à la baisse, même si effectivement ces révisions sont peut-être un peu moins baissières récemment, mais on reste quand même à chaque fois sur des révisions baissières en termes de perspectives de profit pour les entreprises européennes. Là. Alors, à l'intérieur, il faut quand même compter que vous avez le momentum de publication. On a notamment des cycliques, etc., qui sont aux premières loges, qui ont encaissé le coup. Et en fait, vous avez un nombre de valeurs, notamment exposées, barrières tarifaires, qui ont fait les premières lignes, entre guillemets, les premières bornes. Mais effectivement, on a des révisions, on a un autre narratif aux États-Unis. On a des révisions qui sont négatives en Europe, plus négatives qu'aux États-Unis, même si parfois elles peuvent s'aligner. Et donc ça, effectivement, ça nous inspire aussi quelque chose. C'est que sur le niveau de valorisation dont on parlait tout à l'heure, l'Europe n'est pas un marché peu cher de ce point de vue-là. On n'est pas du tout dans les excès américains, mais on n'est pas du tout dans une phase d'achat à tous azimuts. Donc ça reste exigeant avec des révisions bénéficiaires. Le taux, on est a priori tous d'accord ici pour se dire que oui, il peut continuer à baisser, mais on a quand même une marge et une sensibilité un peu moins forte. La conclusion de tout cela, si vous me le permettez, c'est qu'il va falloir trouver un autre narratif. Le narratif sur lequel on s'est appuyé, c'est moins la guerre en Ukraine que la relance allemande ou la réouverture allemande. Ce narratif, effectivement, ne va pas suffire dans les prochains mois, selon nous, pour aller beaucoup plus haut en termes de valorisation. Bon, on verra si la Banque Centrale Européenne est prête à bouger à nouveau. Je crois que dans le marché, on considère que c'est fini, à 2% pour la BCE, et qu'il y a même un début de probabilité que le prochain mouvement soit une hausse. Évidemment, il y aura un prochain mouvement après le statu quo de la BCE. Est-ce que ce sera une baisse ou une hausse? Certains commencent à imaginer que ça puisse être... Oui, qui peut agir. qui peut agir, qui peut changer la donne du point de vue de la BCE. On en parlera dans quelques instants. Je voulais qu'on revienne aussi sur le palmarès sectoriel là, du marché européen pur. Bertrand, si, faisons le lien peut-être avec la politique française. Alors on voit, la courbe rouge, c'est la courbe des banques qui ont gagné 40% au début de l'été, c'est ça? On a doublé depuis 2024, c'est ce que vous constatez.
Est-ce qu'il faut peut-être commencer à se dire que c'est le bon moment de prendre des profits, par exemple, sur le secteur bancaire européen, Bertrand? On n'a pas d'indicateur. Non, au contraire. Ouais. Parce que la question, j'avais fait voilà, j'étais allé voir vos confrères Ouais. enfin, je vois qu'ils me disaient, ah, quand même, on est à 30-40% depuis le début de l'année, et là, quand même, ça commence à aller vite. Ben, on sort de l'été, on a remis 25% là-dessus, on doit être à 55%. Ouais. Donc, non. Et je rappelle, ça fait au moins 4 ou 5 ans que ça dure. Hein. C'est-à-dire Oui, que ça oui. n'a pas commencé au 1er janvier. Non. Depuis la période Covid et 2020, le secteur bancaire européen fait mieux que le Nasdaq. Exactement. Bah, nous, il y a 2 ans, on a acheté du Unicredit qui devait être à 21 ou 22 euros. On est à 70 aujourd'hui. Jamais, je vous aurais dit Non. qu'on arrivait là. Mais d'où l'avantage de notre process qui consiste à se laisser porter par les tendances Ouais. tant qu'elles sont en place. Et là, aujourd'hui, on n'a pas d'indication de faiblesse là-dessus. Et quand on rejoint les fondamentaux, il y a un secteur qui sort des publications renforcées, c'est les banques. Mm. Quasiment toutes ont fait les objectifs et ont envoyé des perspectives. Qui plus est, on commence, alors là ça patine un petit peu, les fusions-acquisitions, voilà, le truc qui était complètement tabou, personne ne voulait en faire, là c'est parti, Ouais. tout le monde y va, donc ça se rachète à l'intérieur des pays, ça se rachète hors des pays, et notamment il y a eu des achats en Pologne. Là j'ai vu qui veut racheter Alpha Bank En Grèce? en Grèce. Racheter Alpha Bank en Grèce. Enfin, je veux Non, dire, mais bien sûr, mais on a changé voilà, de monde. On a changé de monde. donc, de ce point de vue-là. bon, en même temps, la Grèce se finance moins cher que nous sur le 10 ans. Maintenant. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, il y a ça qui est en train de se mettre en place. Et donc, en fait, les banques, dans un premier temps, elles ont été portées par un double effet qui était positif. C'est-à-dire, un, le dépôt qu'elles avaient ne leur coûtait plus d'argent. Et 2, ça leur rapportait de l'argent. Donc ça a été très fort. Donc là, les banques du Sud qui étaient bourrées de cash, donc en ont profité. Et puis là, en fait, le relais de croissance arrive avec tout le PNB que fait généralement une banque sur les placements d'épargne, sur les prêts, bref, ce qu'elle peut faire avec les entreprises. Ça prend le relais. Et donc, on voit que c'est en train de monter en puissance. Et quand on regarde les valorisations, alors certes, le parcours, il est énorme, mais en fait, les valorisations... Non. On reste sur des Il n'y a rien de niveaux très moyens. cher encore, oui. Donc, forcément, ça tremble parce que, voilà, en France, on ne sait pas trop politiquement où on va et on a le souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier avec une assemblée à remettre en place. On n'est pas les seuls. Voilà. Aux Pays-Bas, ça chauffe un peu. En Espagne, Donc, c'est toujours compliqué. Enfin, oui. bon, Oui, forcément. la dimension politique, elle est partout. Là. Voilà, d'abord, c'est partout, c'est partagé. 2, on a quand même là il faut aussi regarder côté positif. On a des plans de relance qui sont actés, mais qui ne sont pas rentrés dans les faits. Donc, compliqué pour un analyste de les mettre dans du PNB. Mais donc voilà, c'est le plan sur la défense, c'est le plan de relance en Allemagne. Alors, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il y a une dimension politique là-dedans qui fait que probablement ça va prendre du temps et ça n'ira pas en ligne droite. Mais en fait, tout ça, c'est les drivers qui, au fur et à mesure... Et donc, quand vous parliez de changement de narratif, je pense que ça peut aider au fur et à mesure à se poser parce que c'est quand même des mouvements qui sont hyper puissants. Ah ouais. Et par exemple, sur l'armement, alors les analystes sont très prudents. Pour autant, certains se mouillent et se disent, par exemple, sur un dossier comme Leonardo, ça rajoute 3 ou 4 points de croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'être entre 10 et 15, on sera entre 15 et 20. Ouais. Ça peut changer le statut de la valeur. Hein. Ça a commencé d'ailleurs. Le marché a donc, déjà commencé à là, intégrer le marché l'a bien sûr. intégré, mais voilà, donc ça, c'est des choses qui sont relativement puissantes. Romain, alors si on parle de l'Europe, alors il y a 2 graphes qui m'intéressent là dans ceux que vous nous avez apportés, Romain. Peut-être l'IBEX. Alors là, avec une vue très longue, hein, c'est un graphique, une vue trimestrielle sur l'indice action espagnol, qui est la vraie star du moment. Alors le MIB italien va toujours très bien également, je crois, Romain, mais c'est vrai que l'IBEX, et vous en parlez régulièrement, ça reste un indice qui surperforme très très largement les pairs européens. Oui, effectivement, près de 30% de hausse, 28% de hausse depuis le début de l'année. J'ai hésité avec le MIB et puis il fallait changer un petit peu puisqu'on avait parlé pas mal de l'Italie et donc signaler l'excellente performance de l'IBEX qui effectivement depuis 2024 a débordé un gros niveau technique, 11 480 points et a déclenché une structure de retournement. Romain, on a un petit problème avec votre son, Romain. On va essayer de régler ça avec les équipes.
l'équipe en régie. Bon, on parlait de l'IBEX. Je voulais qu'on dise aussi un mot des small caps françaises. Alors, je ne sais pas, Bertrand, Porzampar. Européenne. Alors, européenne. Française et européenne. Mais française, parce que quand même, c'est vrai que ça a été là aussi un des mouvements de l'été. Je veux dire, en quelques semaines, on a vu le CAC Small, alors qu'il commençait à aller déjà mieux, mais s'envoler pour avoir jusqu'à atteindre une performance de plus 50% depuis le 1er janvier. Alors, le CAC Small, bon, il y a un ou deux noms qui ont fait la différence dans la biotech. C'est quoi? J'ai vu, il y a Abivax. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, voilà, qui a fait les beaux jours du CAC Small. Mais même quand on enlève Abivax et qu'on dézoome, on prend un indicateur européen mid et small cap, on est sur des 20% depuis le début de l'année. Donc, on est largement devant les 13 ou 14 d'un Eurostoxx. Ouais. Alors après, oui, l'IBEX fait mieux, mais il y a une structure très financière, donc on l'explique par du sectoriel. Mais oui, et ça, c'est le deuxième segment de marché qui sort renforcé de cet été. C'est les mid et les small cap, parce que pareil, sur les publications, forcément, il y avait un peu de crainte. Donc probablement, les analystes étaient un peu en deçà sur le sujet. Et donc, elles ont bien publié. Et pareil, là, il y a une participation qui est forte et qu'on attendait depuis quand même un grand moment. Donc, oui, non, c'est impressionnant. Et puis, on revient sur des données historiques, c'est-à-dire que là, des dossiers qui ont des performances. Donc, dans les leaders, j'ai pris les stats au niveau européen. Quand on prend les mid-cap qui se comportent bien, on est sur du 60% de la cote et en tendance haussière. Et à l'intérieur de ça, il y en a 6% qui ont fait plus de 100%. D'accord, oui, c'est ça. OK. Oui. Donc, si vous touchez... si vous êtes dans les 6%... Mais non, mais je veux dire, on n'est pas sur du 1-2%. Non, oui. Voilà, je veux dire, il y en a 60 qui marchent bien, il y en a 10%, donc 6. Il y a un truc qui se développe. Une sur 10 font des performances. Et donc, il y a des Françaises qui font Excel, on doit être à 400, 450. Voilà. Bien sûr. Ouais. Bon, voilà, ça aide forcément à faire de la performance, pour autant qu'on sache les tenir et pas les abandonner après 30 ou 40% de hausse. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris au bout de quelques années. On coupe ses gains toujours trop vite. Ça, c'est souvent dans les biais psychologiques qu'on a. On coupe ses gains généralement trop vite. Vous avez envie de chasser pour vos clients ce rallye des small caps, alors françaises ou européennes peut-être, Kevin? La réponse est oui, mais les chasseurs sont échaudés. Je vous rappelle on sort évidemment d'un moment qui était très compliqué. Et donc, effectivement, en gestion privée, nos clients ont fait le dos rond pendant des années. Ouais. C'était évidemment un vrai axe de gestion depuis 2020 quasiment. Donc, on a fait de très belles choses et de moins bonnes, il faut l'assumer. Et donc, on l'a vu cette année, on est notamment reparti avec des supports en fait très diversifiés là-dessus. On attaque de moins en moins aujourd'hui ce type de marché en direct parce que nos clients le craignent tout simplement. C'est dur de les réacclimater, de les réacculturer à cette idée des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire en bourse. Ça peut se comprendre, là c'est vraiment purement la psychologie. Je prêche encore une fois pour la paroisse que je connais. Le client à la fin a toujours raison, j'imagine. Exactement. Il fait les flux d'autant plus, donc c'est lui qui fait les flux d'achat pour partie sur ce type-là. Donc, globalement, on a conservé ses positions, elles ressortent par le haut. Il y a des très beaux dossiers, effectivement, qu'on a en portefeuille. Maintenant, de là à se dire, c'est un vrai biais de nos portefeuilles, la réponse est non. C'est déjà très compliqué de les réacculturer, par exemple, à des financières. Bien sûr, ça prend du temps. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais ça va rester très marginal dans nos portefeuilles. 4-5 années de surperformance des financières, je le dis, et je suis même pas sûr que les portefeuilles soient au benchmark aujourd'hui en termes de détention justement de ce secteur-là. Romain Debry, on vous a retrouvé, Romain, je crois, avec un son qui fonctionne mieux. Je suis désolé, je veux bien vous entendre sur le CAC Small là, avec ce graphique mensuel qui montre, alors effectivement, cette succession de quelques bougies là, assez spectaculaires sur les dernières semaines et les derniers mois. Oui, effectivement. Pour indiquer, alors non seulement la performance, on l'avait évoqué il y a longtemps, sorti d'un grand triangle symétrique, la cible idéale c'était 15 960, on l'a atteinte et on voit que pour le mois en cours, on est un peu dans le doute, on a une petite bougie et de grandes mèches de chaque côté. On fait une pause après avoir rallié un objectif idéal. Effectivement, très concentré sur quelques valeurs, mais on aurait pu prendre un indice de mid-caps italienne. On
aurait des performances qui sont assez similaires aussi. Donc, tout n'est pas concentré partout sur quelques valeurs. Et effectivement, le secteur des small et mid caps est en forme. C'est dire aussi qu'on a atteint une cible graphique. C'est ce que je voulais vous montrer aussi sur l'IBEX. On est sorti d'une grande congestion. La cible suivante pour l'indice large espagnol, elle se situe à une huitaine de pourcents encore au-delà, alors que c'est l'indice qui surperforme en Europe pour l'instant. Donc, je vous ai épargné le graphique de l'indice CAC 40 qui n'a aucun intérêt depuis des mois maintenant et qui commençait peut-être à en retrouver. On a un problème puisque en Europe, on voulait sortir de cette zone de congestion dans laquelle on est bloqué depuis la fin avril, début mai, sur le DAX et sur l'Eurostoxx, en revanche. Et bien, la tentative de sortie par le haut de fin de semaine dernière a été invalidée et on se retrouve à nouveau dans un trading range, voire avec des marchés qui retournent sans tendance. On a eu un début de pression baissière qui a été invalidé, donc c'est-à-dire qu'il y a plutôt du désintérêt pour ces indices-là pour l'instant. Il faut continuer à privilégier le stock picking et peut-être encore un peu de momentum pour les small et mid caps, notamment en dehors de la France, mais plutôt en Europe. Ouais, donc un CAC délaissé plus qu'un CAC 40 qui créerait une panique chez les investisseurs. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le mieux, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, visiblement, les investisseurs, et à raison, pensent qu'il y a sans doute mieux à faire ailleurs. Venons-en et restons peut-être même dans le domaine politique, mais pour basculer côté américain. Alors, je ne connaissais pas cette décomposition je ne sais pas comment on le dit, Kevin, c'est le graphique que vous nous apportez, le degré d'indépendance de la Fed avec une décomposition qui est réalisée par l'équipe de recherche économique de Bloomberg. Il faut nous expliquer un petit peu ce graphique, Kevin. Bien sûr, effectivement, ça c'est un indice qui nous est fourni par Bloomberg, d'excellente qualité, on peut les louer ici. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais une courbe noire qui montre effectivement le niveau moyen d'indépendance constaté par cet indice de la Fed, et ensuite une décomposition effectivement en composantes. Les 4 composantes que l'on retient habituellement, c'est l'emprise que va avoir le politique sur les nominations et ce qu'on appelle la branche exécutive. Donc, ça, c'est la barre violette que vous voyez sur le graphique. C'est la barre opérationnelle, absolument. Non, ça c'est la barre verte. Ah oui, pardon, c'est la barre verte. Autant pour moi. Oui. Ensuite, vous avez la barre orange qui est globalement, alors ce qu'on appelle public support, en fait, c'est le financier. C'est financièrement, est-ce que l'indépendance financière de la Réserve fédérale américaine. Très clair. Et puis vous avez les 2 points qui sont aujourd'hui positifs, c'est la concordance des décisions de la Fed ou du niveau de la Fed avec ce qu'on appelle la règle de Taylor, qui est un peu plus technique, mais c'est la règle, en l'occurrence l'équation qui poserait à combien devrait être la Fed. Mais et de ce point de vue-là, la Fed, les décisions que prend la Fed aujourd'hui ne l'éloignent pas trop de ce que dirait une règle de Taylor? Non, elle est même plutôt restrictive par rapport à ce que serait Taylor. Globalement, Taylor aujourd'hui c'est 3,99, 4. Donc on est à 50 bips au-dessus. Mais en réalité, la règle de Taylor, elle est aussi simple. Il y en a plusieurs, et chacun peut... les paramètres... peut la mettre à sa sauce. Chaque étudiant, a priori, faire encore dans son mémoire de recherche pour la trouver. Donc ça dépend des poids, mais effectivement, on est plutôt en adhésion là-dessus. Et puis vous avez le 4e point, qui est l'ancrage des anticipations d'inflation, très macroéconomique. Si on le résume, c'est la crédibilité de la Fed, en fait, de ce point de vue-là. Donc si on résume la chose, oui, la Fed est encore crédible. La Fed, encore une fois, a un taux... théorique qui est un taux qui est proche du taux réel. Par contre, on le voit, on a une réelle dégradation effectivement de l'indépendance de la Fed du côté politique. Je ne vous apprends pas a priori grand-chose de ce point de vue-là aujourd'hui, mais cette décomposition, elle est importante et elle montre le match. Le marché le prend en considération? Ou est-ce que... Parce que là, la bataille entre Lisa Cook et Donald Trump, ça peut être homérique. Ça peut être homérique et c'est un éléphant dans une pièce, très concrètement. Pour moi, c'est non pas une zone de rupture, j'exagère peut-être, mais c'est un vrai moment de bascule potentielle aux États-Unis. C'est-à-dire que, globalement, le marché pardonne à Donald Trump, me semble-t-il, de nombreuses choses. Tant mieux pour nous et pour les opérateurs. On a pardonné les droits de douane parce que les États-Unis s'en sortent par le haut. On a pardonné des allers-retours géopolitiques parce que, encore une fois, on verra ce que ça donne, pour ne pas aller plus loin. Sur l'indépendance de la Fed, une remise en cause de 75 ans d'indépendance de la Fed, dans un moment où la Fed n'a pas abaissé ses taux. En réalité, on peut ergoter ici, mais il y a aucun indicateur qui planche pour une baisse des taux. Je ne suis pas convaincu, effectivement, que si Donald Trump s'empare de la Fed, prend le contrôle, bien sûr. Globalement, avec les niveaux d'endettement et les difficultés économiques, ça, c'est le point de rupture potentiel. Gardez la parole, Kevin. Alors là, revenons au sujet politique français et européen. Vous êtes là aussi venus chacun avec des graphiques montrant les courbes de taux, les écarts de taux entre la France et l'Allemagne. Vous avez ce graphique-là, Kevin, les obligations souveraines à 10 ans. Et donc, le spread de la France et de l'Italie par rapport à l'Allemagne.
on voit bien la convergence entre la qualité que le marché considère pour la France et l'Italie. On voit bien une très forte convergence, mais pas tant du fait de la dégradation de la qualité de la France sur le marché, visiblement, plutôt que de l'amélioration de la qualité du spread italien. Hein. En fait, c'est qu'il y a vraiment plusieurs lectures. C'est pour ça que je voulais grossir Effectivement la lentille ici. Bon, le premier point, ça nous fera tous plaisir de terminer la semaine comme ça, c'est que globalement, on a quand même beaucoup entendu qu'il y avait une panique des marchés. Alors, pas dans votre émission, mais je l'ai entendu. La réponse est non. On ne l'a pas vu, on l'a abordé sur le marché action. Ça se voit sur le marché européen. Aujourd'hui, on n'a pas un décrochage du spread français qui nous dirait nous sommes dans une situation de panique. Et effectivement, lorsque l'on regarde ce graphique des spreads, il nous dit plusieurs choses. Le niveau aujourd'hui français, il est haut, mais il n'est pas grossier par rapport à ce qu'il est en historique. C'est important parce que quand on recule la lentille, l'Italie, encore une fois, vient de beaucoup plus loin. Donc oui, il y a aujourd'hui une convergence des deux, mais c'est plutôt une amélioration italienne qu'une forte dégradation française. Si on revient 6 à 12 mois en arrière, globalement, on a déjà vu ces niveaux de spread. Les études, globalement, nous disent oui, on va monter à 95 bips de spread si jamais on commence à avoir encore un peu plus de bruit politique, mais il n'y a pas de panique aujourd'hui sur le marché. Et puis surtout, ça me permet de rappeler peut-être un élément, c'est que si la dette est un outil hautement financier, tout le monde en conviendra ici, son comportement, il est très psychologique de mon point de vue. Et donc, ce que l'on a sous les yeux, c'est une amélioration italienne avant une dégradation française, encore une fois. Il faut quand même rappeler que l'on vendait tous l'Italie, ou en tout cas on était à l'écart de l'Italie, pas pour des raisons économiques. En tout cas, ça ne faisait pas le narratif. C'était pour une instabilité politique. Oui, bien sûr. Je ne sais plus combien, 70 gouvernements post-Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est ça. Or, si on s'arrête là-dessus, c'est se dire que Giorgia Meloni, le temps passe vite. Ça fait 4 ans qu'elle va être là, à la rentrée. Donc 4 ans de plutôt stabilité, avec une économie italienne qui n'est pas flamboyante, même s'il y a de très bons acteurs à l'intérieur. Tous les problèmes ne sont pas réglés en Italie, loin de là. Rappelons que les niveaux d'endettement sont supérieurs en termes de PIB, j'en parle bien, et la croissance italienne, c'est quasiment 2 fois inférieure à la croissance française l'année dernière. Donc ce narratif-là, on s'en méfie beaucoup. Je terminerai juste pour dire que le vrai point, à mon avis, de test, si vous me permettez, ce sont les adjudications. La semaine prochaine, gros paquet d'adjudications sur la France. Monsieur Bayrou a très bien choisi son moment puisque la dernière était jeudi ou vendredi dernier, donc il a bien attendu. Ça, c'est vraiment le vrai test. Et là, effectivement, on pourra en reparler. À l'heure actuelle, pas de panique. On en reparle vendredi prochain. Oui, jeudi 4 septembre, adjudication de dette long terme menée par l'agence France Trésor. Il nous reste 30 secondes, Romain, pour aller sortir un petit peu du jeu politique. Quoique, je voulais qu'on dise un mot de votre graphique des actions chinoises, parce que là aussi, c'est une partie de la planète boursière qui a vécu un bel été, Romain. Oui, très bel été. On pressentait qu'il se passait quelque chose à nouveau et ça surperforme effectivement en Chine. Là, j'ai choisi l'indice MSCI China Net Total Return qui concerne plutôt les entreprises internes et pas internationales en Chine, qui surperforme très très nettement aussi, un parcours aussi qui pourrait se poursuivre pour aller chercher les résistances que vous voyez aux alentours de 177,80 à moyen long terme. On peut aussi parler de la réaction d'Alibaba aujourd'hui suite à son annonce, à ses publications, qui donne plus envie graphiquement que Nvidia, donc avec du potentiel. Donc il y a peut-être toujours des arbitrages à faire de ce côté-là, même si encore une fois, on le voit aussi sur le graphique, certaines périodes sont très très volatiles, notamment la période d'octobre 2024 où on avait connu des épisodes très très fortes de volatilité. Donc attention à ce type d'investissement, mais ça peut permettre effectivement d'offrir des arbitrages intéressants et ça surperforme très nettement en ce moment en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir dressé ce tableau de bord des marchés le plus exhaustif possible à l'issue de ce mois d'août sur les marchés boursiers, notamment Bertrand Lamiel, Ports par Gestion était avec nous, Kevin Lenouaille, Avant-Garde Family Office et Romain Daubry, consultant Bourse Direct. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, une fois par mois. Le professeur Michel Rumier est à mes côtés en plateau pour un exercice de décryptage économique. Michel Rumier qui est économiste associé de SPAC notamment. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup et merci de nous apporter un peu de légèreté dans cette ambiance de rentrée déjà très dense, très chargée avec ce prisme politique qui ne quitte pas les investisseurs. On va parler des marchés avec vous et je le disais en introduction, le bestiaire des marchés. C'est ça l'idée. Oui. Alors c'est presque un zoo finalement dans lequel vous allez nous emmener pendant quelques minutes pour décrire ce qui se passe sur les marchés. Pourquoi est-ce qu'on retrouve autant ce jargon animalier
dans le jargon des marchés en général, Michel? Parce que, de manière générale, la finance adore la métaphore. Et donc, quand il y a des concepts un peu ardus, un peu difficiles, eh bien, on les rhabille avec un peu de poils, avec des plumes. Donc, du coup, ça les rend plus sympathiques, plus spicy. Et puis, du coup, ça fait un peu de sauvage. Et puis, en même temps, les animaux parlent à l'instinct des investisseurs. Bien Et sûr. donc, du coup, c'est plus imagé. Donc, on comprend un peu mieux les tendances des marchés. Ça fait partie de notre imaginaire collectif. Donc, alors, allons-y, rentrons dans le zoo. Donc, les mammifères terrestres, déjà, sont bien placés dans ce zoo. Et oui, de manière générale, on entend souvent parler de taureaux, hein, Ouais. les bulls et les ours aussi, les bears. En fait, c'est ceux, les grandes stars des marchés financiers. Et quand on s'intéresse au comportement des taureaux, eh bien, on s'aperçoit que quand ils attaquent de bas en haut, c'est-à-dire en levant la tête et les cornes. Et donc, souvent, les commentaires relatifs à des marchés haussiers, eh bien, sont appelés des bullish, ou du moins sont qualifiés de bullish, c'est-à-dire que les cours ont une tendance à S'envolent. monter, de s'envol, éventuellement. Le coup de corne du taureau, quoi. Exactement. En revanche, quand les ours, en fait, quand les commentateurs considèrent que ça sent mauvais ou qu'on risque d'avoir une baisse des cours, eh bien, leur discours est souvent qualifié de bearish, c'est-à-dire que les cours vont baisser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les ours, lorsqu'ils défendent ou attaquent de bas en haut avec leurs griffes. Et C'est donc, du coup, effectivement l'explication la plus logique que j'ai trouvée effectivement derrière ces terminologies bull and bear. Bon, là, c'est le classique. C'est Oui. le fondamental. C'est-à-dire qu'après quelques semaines ou quelques mois sur les marchés où vous vous intéressez à la vie boursière, vous allez très vite rencontrer ces notions de bull et de bear. Ouais. Mais il y a forcément plus exotique dans ce zoo. Alors, tout à Michel. fait. Et notamment, il y a, on va parler de pandas et de kangourous. C'est le cas notamment bien lorsque on va prendre des sociétés étrangères qui viennent solliciter des investisseurs chinois. Eh bien, ils vont émettre cette dette en yuan. Et donc, on parlera de panda bonds. Ouais. Et de même, lorsque on s'intéresse à des investisseurs qui veulent émettre des obligations en dollars australiens, eh bien, ça sera des kangourous, pardon. Kangourous Wilder en bonds. australien. Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà, on arrive à ces aspects un peu, je dirais, très imagés encore. Oui, puis il y a le kiwi pour la Nouvelle-Zélande Oui. aussi, etc. Bon, quittons effectivement la sphère terrestre pour plonger dans l'univers marin. Là aussi, on retrouve toute une panoplie de terminologie animalière. Tout à fait. Le premier, ce sont les requins, les requins financiers, les sharks. Et ça rappelle ce qu'on appelle les prédateurs, les raiders, un peu, qui, en fait, sont toujours avides d'un peu de profit et s'attaquent toujours aux proies un peu faciles. Et une des images les plus, on va dire, les plus connues de la finance mondiale, c'est Carl Icahn, qui, dans les années 80, prenait des positions tellement agressives et des stratégies tellement, je dirais, audacieuses, que ça a été ce type d'illustration de requin de la finance. Et puis, en même temps, on parle de baleines, les whales. C'est-à-dire que c'est des noms donnés à des sociétés ou à des individus qui possèdent un tel volume de titres ou d'un actif. Des grosses mains, comme on dit, Des grosses c'est ça. mains, exactement. Ouais. Eh bien, qui peuvent influer sur le cours de l'actif qu'on détient. C'est par exemple aujourd'hui, c'est les Bitcoin Bien whales sûr. qui, lorsqu'ils vendent, eh bien, ça fait fluctuer le cours du Bitcoin. Et puis également aussi, on a le bottom fisher. Ah, ben, les pêcheurs. Ah oui. Ça, bien sûr. le bottom fisher, c'est un pêcheur particulier qui, en fait, lui, cherche des bonnes affaires parmi les actions dont le cours ont fortement baissé, mais récemment. Et lui, il considère que la correction est temporaire, que c'est une réaction exagérée. Donc, lui, il imagine que ça va repartir assez rapidement. Bon. Et donc, c'est ça qui est bien. Ouais. Bon, il y a aussi, j'allais dire, tout le chapitre oiseaux également qui existe dans ce vocabulaire de marché. Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, il y a les plus célèbres, ce sont les faucons et les colombes. Et on retrouve notamment, pour qualifier les politiques monétaires, on a les faucons, c'est les hawks, qui, eux, souhaitent une politique monétaire plutôt restrictive et qui va se traduire par des taux d'intérêt relativement élevés. Donc, leurs discours seront qualifiés de hawkish. Et puis, on a les colombes, qui est plutôt une politique monétaire accommodante. Et là, bien sûr, on va dire une baisse des taux de manière générale, et on va avoir un discours dovish. Et c'est ça qui est
Je suis étonné que vous n'ayez pas mis la chouette, Michel, parce que ça, c'est la nouveauté depuis Christine Lagarde. Elle-même s'est définie comme une chouette entre ces faucons et ces colombes, qui sont effectivement les animaux historiques par lesquels on décrit les banquiers centraux. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est elle. C'est elle. Eh bien, il faudrait une heure. Oui, c'est ça, pour développer le concept de la chouette dans l'univers des banques centrales. Restons avec les animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les cygnes noirs, le Black Swan. Les Black Swan également. Donc, il y a le film Black Swan, cygne noir, c'est ça, autour de la danse, si je ne dis pas de bêtises, Michel. Mais c'est aussi issu d'un livre de Nassim Taleb, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et en fait, l'idée est que un Black Swan, c'est un événement imprévisible qui bouleverse tout. Et bon, c'est la crise de 2008, c'est la crise de 29, et puis également aussi quand Elon Musk a surpris tout son monde lorsqu'il a dit qu'il allait acheter Twitter. Donc du coup, on a eu un peu, pas une panique, mais ça a fait des vagues. Et puis en même temps, on a ce qu'on appelle des canards boiteux, les lame duck. En fait, c'est le fait, ce sont des entreprises en difficulté, souvent en fin de parcours, et qui survivent péniblement avant la noyade financière, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas que des animaux réels, il y a également des animaux imaginaires dans ce bestiaire des marchés. Tout à fait. On a la large panoplie et on commence notamment avec la licorne. Ouais. La licorne, c'est une jeune entreprise, une start-up qui a une croissance, on va dire, très rapide, très fulgurante et dont la capitalisation atteint plus d'1 milliard d'euros. C'est le cas en France, par exemple, de Blablacar ou Doctolib. Et puis, en même temps, on a les dragons. Les dragons, en fait, ce sont les obligations de dragons. C'est en fait des obligations émises par des entreprises, on va dire, asiatiques, dédiées ou destinées à la population, à des investisseurs de la même région, mais libellées on va dire en devises étrangères, généralement en dollars ou en euros. Quel est le but? C'est qu'en fait, ces investisseurs veulent bien prêter à la population locale, mais veulent se couvrir contre le risque d'une dévaluation locale. Et donc, du coup, ils préfèrent prêter en... Donc, les panda bonds, si je reprends, parce qu'on parlait des panda bonds, ça, c'est de la devise locale. Voilà. Et les dragons, là, on est en devise dure, comme on dit, c'est ça. Hard currency, c'est ou le dollar ou l'euro, c'est ça. Tout à fait. Là, c'est parce qu'on suppose qu'on va avoir des problèmes locaux. Bien sûr. Et donc là, on est bien couvert là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme animaux? Alors oui, il y a les chiens du Dow Jones, Dogs of the Dow. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce concept-là? En fait, c'est une stratégie d'investissement qui consiste en fait à acheter des actions du Dow Jones qui ont le plus baissé l'année précédente et en espérant bien sûr qu'elles se rattrapent. C'est en fait une seconde chance qu'on offre à un chien à la SPA éventuellement. Et donc, c'est cette idée-là. Et donc, il y a une anecdote là-dessus, c'est un gestionnaire de fortune qui s'appelle Tidney Best Invest, qui, lui, fait ce classement chaque année des fonds, des Doc of the Year, en fait, ceux qui ont les plus mauvaises performances. Et donc, ça peut indiquer des choses comme ça. Oui, bien sûr. Souvent, en début d'année, on aime bien racheter ce qui a le plus baissé, effectivement. C'est des mouvements qu'on voit régulièrement sur les fins d'année et début d'année sur les marchés. Alors, moi, je me souviens aussi des PIGS. Alors, c'était une terminologie un peu malheureuse, il faut le dire, qui avait été employée pour un acronyme à l'époque pour qualifier les pays périphériques de la zone euro au moment de la grande crise financière. Mais PIGS, c'est le terme cochon aussi, un sens, j'allais dire, dans cet univers. Tout à fait. En fait, ce sont des investisseurs qui sont très audacieux, très gourmands, d'une certaine manière, et qui en veulent toujours plus. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les arbres vont monter jusqu'au ciel. Et donc, ils cherchent jusqu'à finir par tout perdre. Et donc, il y a un dicton qui dit à Wall Street, c'est Bulls make money, bees make money, but pigs get slaughtered. Ça veut dire que les marchés boursiers haussiers, on gagne de l'argent, baissiers aussi, mais les pigs, généralement, se font égorger. C'est ça. Ouais. Et donc, ils sont plutôt à éviter si vous avez des amis ou des investisseurs dans ce cadre-là. Bon, déjà que le jargon financier n'est pas facile, mais là, c'est un autre type de jargon, mais ça fait partie de l'apprentissage, j'allais dire, des investisseurs particuliers même. Tout à fait. C'est un discours entre initiés d'une certaine manière, parce que quand on va parler de Bulls Market ou de Bear Trap ou de Black Swan ou de Pigs ou Dogs of the Dow, bien finalement, on initie d'une certaine manière, on fait partie des initiés, on peut parler entre professionnels, et donc du coup, d'une certaine manière, ça fait partie c'est un zoo pédagogique pour les traders, pour les apprentis traders, et c'est ça qui est très important, c'est que ça permet
d'une certaine manière de mieux et de rappeler. Il y a de la pédagogie derrière, Voilà. bien sûr, mais comme derrière les dictons boursiers, etc. Voilà. Il faut toujours savoir ce que ça image. Voilà. Initiez-vous à ce bestiaire animalier au-delà des traditionnels bulls and bears. Il y en a d'autres, comme on l'a vu avec Michel Remy, et vous ferez partie de la communauté initiée justement des gens de marché. Merci beaucoup, Michel. Michel Remy avec nous une fois par mois, le dernier vendredi du mois pour cet exercice de décryptage pédagogique dans Smart Bourse sur Bismart for Change.